Merci à tous, aux organisateurs, à Marie-Christine, à la municipalité, à ces belles personnes en lutte auxquelles on a rendu visite tout à l'heure et apporté notre appui. Et j'essaie de ne pas dépasser le temps que nous nous sommes tous impartis. Alors ainsi, amer recommencement, il semblerait qu'on vive une deuxième fois, de façon réitérée, on a envie de dire la dégénérescence de la deuxième internationale, mais non finalement, car c'était des grands partis, les partis sociodémocrates, socialistes, qui ont évolué vers l'union sacrée, les Marocains ministériels, le social-chauvinisme, et qui ont poussé les masses dans la Première Guerre mondiale presque autant que les marchands de canons eux-mêmes et leurs représentants. Il semblerait, comme le dit Marie-Christine, qu'on revive le scénario italien plus récent et peut-être encore plus catastrophique en un sens, même s'il ne s'est pas terminé par la guerre mondiale, mais par la sanctification par les fascistes locaux de cette gauche italienne. Vous vous souvenez, quand on a eu une chambre italienne il y a quelques années, ne comportant plus un seul député socialiste ni communiste, les fascistes se sont répandus dans Rome en criant par dérision « Santo subito » à l'adresse du Premier ministre sortant, qu'on le sanctifie tout de suite, comme les chrétiens avaient demandé place Saint-Pierre à propos de Jean-Paul II. J'aurais 6 choses à dire avec votre permission. D'abord, je reviens sur le bonheur qu'on a, je crois, tous de se retrouver ici, sur ce constat commun. Depuis 30, 40 ans, en tout cas plus que depuis 6 mois, il se passe quelque chose qui est de l'ordre de la déliquescence, de la liquéfaction, de la liquidation de l'organisation communiste en France. 6 choses. D'abord, ça aura rapport de très loin avec le grand Lénine. Deuxièmement, je répondrai au conseil pressant qu'on m'avait donné, je parlerai de la place du marxisme dans la société. Troisièmement, le peu que nous pouvons faire pour maintenir le marxisme vivant, voire le développer malgré la difficulté de la situation. Je pense à des luttes universitaires, mais pas seulement, rassurez-vous. Quatrièmement, je gloserai sur le concept un petit peu compliqué, mais simple à comprendre, d'autophobie qui a été bricolé par notre ami Domenico Losurdo, philosophe marxiste italien. On a cessé de nous présenter dans les partis communistes des deux côtés des Alpes depuis 30 ou 40 ans l'histoire du communisme comme une histoire dont nous ne pourrions qu'avoir honte. Et bien évidemment, il faudra pratiquer ce que Freud appellerait un chimney sweeping, une sorte de ramonage de cheminée, de lavage de cerveau, qui est, je crois, possible maintenant de faire, qu'il est possible de faire avec des jeunes gens qui ne sont pas prévenus par 30 années de matraquage, URSS égale nazisme, communiste égale criminel, etc. Cinquièmement, on parlera quelques minutes de notre bon président et de la situation internationale. Et puis, sixièmement, je crois qu'on pourra recenser toutes les choses auxquelles il faut dire stop, bastaya, il faut arrêter. Dans l'autophobie, dans le dénigrement de nos héros, de notre passé et dans beaucoup d'autres pentes dangereuses. Premièrement, dans le début d'un petit bouquin que les éditions Encre Marine m'ont fait le plaisir de rééditer il y a 2 ou 3 jours, publicité non déguisée, Lénine et la Révolution. Dans le début d'un petit bouquin, j'introduis la chose un peu en flûte douce dans un paragraphe qui s'appelle « Comment Vladimir Ilitch est entré dans ma vie ». Et je dis ceci. Longtemps, à l'instar d'un très bon auteur, je m'étais couché de bonne heure. Depuis longtemps, j'avais été intrigué par ces conversations qui, comme disait Pablo Neruda, séparent plus qu'un fleuve le monde des enfants de celui des adultes. Ma grand-mère et ma tante qui m'élevaient parlaient à voix basse, en incrustant parfois leur conversation d'un mot d'arabe ou d'espagnol, clairement destiné à ce que je ne comprenne pas de quoi il s'agissait.
lisait des lettres, me disait parfois que c'était celle d'un de mes parents. J'avais 9 ans et elles avaient préféré garder le secret. Elles me parlaient de loin en loin d'un père assez fantomatique qui était censé faire l'instituteur en Algérie. Du fait de la guerre, il ne pouvait pas sortir de ce pays que le grand François Mitterrand considérait comme une partie de la France. L'Algérie, c'est la France, a-t-il dit. La seule réponse aux rebelles, c'est la guerre, a-t-il dit aussi. 50 patriotes algériens, comme vous le savez, ont été à la guillotine, François Mitterrand étant garde des Sceaux, d'un des nombreux ministères de la 4ème République auxquels il a participé. Bref, ni l'une ni l'autre de ces deux dames qui m'élevaient ne savait que ma mère m'avait, sans m'en apprendre davantage, glissé à l'occasion de vacances scolaires. Elle était venue, ma mère, de Paris avec mon frère aîné, en Provence où nous étions, et elle m'avait glissé que mon père écrivait en plus quelques articles dans la presse en usant d'un pseudonyme bien précis. Et puis alors tous trois, grand-mère, tante et moi-même, on écoute comme tous les soirs le journal parler, et on entend gros titre, Henri Alex s'est évadé, toutes les polices de France sont à ses trousses, etc. Je me tourne vers ma grand-mère et je dis c'est papa. Ma grand-mère me répond en fondant en larmes, en éclatant en sanglots, et ma tante s'évertue à me répéter pendant à une demi-douzaine de reprises, si ça n'est pas plus, ce que j'avais voulu bien croire dès qu'elle me l'avait dit une seule fois, à savoir qu'il est possible d'être jeté en prison dans nos démocraties sans pour autant être ni criminel ni brigand. Mais de la torture, elle ne m'a pas dit le moindre mot ce soir-là. J'ai fini les anecdotes personnelles en vous disant que 3 mois après, mon père et ma mère, qui l'a rejoint avec ses enfants, ayant franchi le rideau de fer, ayant choisi la liberté, nous nous sommes retrouvés du côté où on ne risquait plus de le torturer démocratiquement, de le condamner à 10 ans de prison pour délit d'opinion. Il n'était guère que directeur de journal. Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés, mon frère et moi, à l'école soviétique. À Prague d'abord, puis ensuite dans la Russie, la vraie Russie. Je ne vous dirai pas qu'on m'a poursuivi dans les couloirs des organisations communistes quand j'ai raconté ces histoires, mais il est clair que ce genre de parcours, partagé par des centaines de personnes que vous côtoyez, je pense à mes amis les enfants de Léo Figuère, ça ne plaît pas dans notre organisation communiste. Ça intéresse dehors, mais ça ne plaît pas, vu la ligne qui a été adoptée. Ça dérange, c'est tout juste admissible. En tout cas, il ne faut pas aller jusqu'à dire qu'il y avait des choses tout de même bien enviables dans ces pays du socialisme réel. Pas de chômage, santé gratuite, et j'en passe. Exaucement des ex-colonies au niveau de vie et de libération, ça vaut également pour les pays d'Asie centrale dont la religion était l'islam. Au niveau de la métropole coloniale, les Russes ont sacrifié beaucoup de choses pour que tout s'égalise dans la grande Union soviétique. Alors je crois qu'il faut dire lourdement que si nous ne martelons pas des choses que personne n'est prêt à dire à notre place, alors nous ne sommes plus communistes. Qui s'est dressé contre le colonialisme en général et les guerres coloniales en particulier? J'ai envie de répondre en russe, nachi, les nôtres. Dès l'époque où Maurice Thorez fait 1 an de prison à cause de ses prises de position contre la guerre du Rif, qui, dans la résistance, a fourni les gros bataillons qui ont permis d'aller au secours de la victoire et, dans une bonne mesure, de la conquérir, de libérer des villes entières, les nôtres. Alors que une masse de députés socialistes avaient voté les points de pouvoir au maréchal Pétain, frappé d'indignité les élus communistes, menacés de mort, à cette époque, alors que beaucoup de gens d'extrême gauche, dans telle ou telle secte plus ou moins trotskisante, ont longtemps hésité quant à l'attitude à avoir à l'égard du pouvoir hitlérien, il est incroyable que dans ce pays, tout le monde soit désormais au courant, en tout cas dans ma génération, qu'il y a pu y avoir quelques flottements, la demande de parution de l'humanité ou je ne sais quoi, alors que le parti qui a porté l'essentiel de la résistance française, c'est évidemment le nôtre.
Qui, au fait, a gagné la guerre contre les nazis? Les nôtres, car c'était les nôtres. La guerre a basculé à Stalingrad, et non pas au moment du débarquement tardif en Normandie des Anglo-Américains. Qui, en mai 68, a été un parti assez responsable pour parler de changements nécessaires de société, mais en tempérant les ardeurs d'excités qui sont tous devenus par la suite notaires, néocons ou anticommunistes viscéraux, notre parti, qui avait la faculté, pas sur un claquement de doigts, mais presque en pleine vacances d'été, en juillet 73, sauf erreur, de rassembler 10 000 Parisiens pour protester contre l'exécution des communistes soudanais. Imaginez-vous, ce qu'on pourrait aujourd'hui dire où est le Soudan sur une carte, beaucoup de gens seraient incapables de le faire. Bref, toute cette tradition internationaliste est évidemment largement passée dans la trappe, j'y reviendrai. Deuxièmement, la place du marxisme dans la société, j'ai envie de dire évidemment, puisque nous sommes marxistes, qu'elle est partout, car Marx, le premier, a rappelé qu'il n'a pas inventé la lutte des classes, il l'a tout juste découverte dans les grandes largeurs, et il rappelle qu'avant lui, des historiens bourgeois, Mignet, Thierry, Guizot, et même Barnave, acteur de la Révolution française, dans son introduction à la Révolution française, décrit ce qui s'est passé en 89-93 dans ce pays en termes de lutte de classe. La lutte de classe, elle est partout. J'entendais d'ailleurs ce matin le responsable à l'organisation, donc des services d'ordre, notamment de FO, mais oui, de Force ouvrière, qui disait la lutte de classe, c'est une réalité. Il ne faut pas vous étonner, chers journalistes, qui me posaient des questions. Partout dans la théorie, on a tenté depuis 30 ou 40 ans, souvent avec évidemment des idéologies importées, toutes ficelées directement du grand pays états-unien, de contourner, de faire mine de réfuter, de faire passer à la trappe le marxisme qui était dominant dans beaucoup d'esprits. Pas massivement, mais enfin qui était répandu chez les intellectuels. On a appelé science politique, caractère scientifique est à démontrer, tout un ensemble de discours où justement on aime bien utiliser le mot acteur. Tout le monde est acteur, le journaliste, l'ouvrier individuel, le président de la République, une manière de faire passer à la trappe la notion de classe sociale. Ou un pays, bien sûr, un gouvernement. En histoire, depuis notamment l'entreprise financée, délibérée, systématique et haineuse lancée par François Furet, on a tout fait pour piétiner l'idée que l'histoire, notamment celle de la Révolution française, pouvait s'interpréter en termes de lutte de classe. Dans le vaste domaine des sciences humaines, aujourd'hui baptisé par les technocrates SHS, sciences humaines et sociales. Dans le vaste domaine des sciences humaines, toutes ces disciplines parfois psychologisantes, jusqu'à la sondologie ou la sondomanie électorale, on a massivement promu des théories qui considèrent l'individu rationnel, théorie du choix rationnel, comme une sorte de client dans un supermarché qui connaît tous les avantages et tous les inconvénients des 50 produits poudre à laver qu'il a devant lui. Et c'est ainsi, par exemple, qu'on a beaucoup glosé sur les motivations des électeurs. Bref, certains États-Uniens qui ne manquent pas d'humour ont parlé de théorie du rat choice, du choix du rat, comme un rat de laboratoire. Et c'est à ça qu'on a réduit des individus atomisés pour, encore une fois, dissoudre les outils massifs et ô combien utiles qui avaient fait leur preuve de la théorie marxiste. Troisièmement, le marxisme vivant, ben évidemment, il s'exprime dans les luttes, ces jours-ci notamment, pour nous Français, au point, je le répète, que un monsieur de la Confédération Force ouvrière trouve tout naturel de rappeler que la lutte des classes est une réalité. Il s'exprime, il se vivifie dans des organisations encore hélas modestes, dont nous déplorons tous la désunion. Évitons de nous éclater nous-mêmes en 22 groupuscules rivaux et rassemblons-nous, comme les camarades de Vénissieux nous en donnent l'exemple. À l'université, avec les moyens qui sont les nôtres, nous avons créé un séminaire qui s'appelle Marx au XXIe siècle, à la Sorbonne, avec une vidéothèque, vous pouvez voir ça sur Internet,
qui vous montrera qu'ont défilé des tas de gens plus ou moins proches de nos idées, mais qui tous ont un rapport plutôt sympathique à l'égard du marxisme, avec le marxisme. Méfiez-vous des contrefaçons, des petits malins, ça fait partie de l'époque, ont quasiment cloné notre travail, une adresse URL qui sème la confusion. L'université où j'enseigne a dépensé déjà quelques milliers d'euros pour que des avocats arrêtent un peu ce circus. Ce qui est plus gênant, c'est que ces personnes-là, dont certains ont eu droit dans l'humanité à un petit placard, sans doute à propos de quelque chose de fondamental dans l'histoire du monde, pourquoi nous ne sommes plus au NPA, sont reçus à bras ouverts, et je pèse mes mots, dans toutes les officines du style Fondation Gabriel Péry, quand ça n'est pas même, hélas, à l'Humanité, notre journal. J'aborde ici quelque chose sur quoi je vais revenir, sans m'éterniser, c'est promis. C'est un petit peu pénible, même si on a les épaules larges, ce sentiment d'être traité sinon en ennemi, du moins en gêneur, voire en camarade dont on peut se passer, dans notre propre famille. Famille qui s'ouvre à tout le monde. Les ennemis, les anciens ennemis d'hier, Madame, c'est pas la plus méchante, enfin Madame Barbara Pompili qui dans un journal vous explique qu'il y a 3 ans elle a poussé la porte de EELV, un parti, c'était un parti. Donc elle fait de la politique depuis 3 ans, vous donne ses conceptions sur l'avenir de la gauche en France. 3 jours après, elle est ministre dans le gouvernement Hollande. Donc vous avez l'impression d'une auberge espagnole, avec tout mon respect pour l'immense Espagne, ouverte à tous les vents. Et à Espace Marx aussi, j'ai des souvenirs qui ne sont pas très tristes, où on se rend compte que les personnes qui essaient de vous déstabiliser, de vous poser des questions casse-pieds à propos de Lénine ou de je ne sais quoi, ce sont des gens qui censément sont là, ont pour fonction, pour mission de diffuser les idées marxistes en France. Gênant. Je ne suis pas là pour dédouaner Pierre Laurent, mais enfin, il m'avait fait l'amitié de me parler à un moment et de me dire que de toute façon, il pense qu'il n'a pas beaucoup la main sur ses officines. Enfin, c'est inquiétant parce que dans notre esprit, elles sont liées au Parti communiste français et dans la réalité, elles sont de plus en plus troublantes dans leur comportement. Fin de l'anecdote de mon petit 3. La semaine dernière, j'ai fait une conférence à Vézelay où il y avait beaucoup de gens, et chrétiens notamment, qui sont venus me dire, c'est curieux, on n'a jamais été communiste, mais tout ce que vous venez de dire sur la situation internationale, les guerres américaines, les guerres de François Hollande, on est absolument d'accord. Ça, c'est le climat dans ce moment. Mais dans ce même temps, encore une fois, il est totalement troublant de voir à quel point, dans notre parti, on a cette impression permanente de frilosité, voire d'hostilité à l'égard de tout ce qui ressemble. Je ne suis pas l'identité communiste, mais la plupart de mes amis me rappellent ce que c'est que le communisme, tout ce qui ressemble à l'identité communiste, avec une tendance à pratiquer une petite poussette, va voir ailleurs, à l'égard, alors qu'on est tellement ouvert sur le monde entier, y compris sur Benoît Hamon et je ne sais qui, et M. Piketty, qui a le droit d'écrire des bouquins d'économie, mais enfin, qui est franchement pas marxiste. Bref, trop d'agora, trop de forums, et pas assez de fraternité communiste et de respect vis-à-vis de l'identité communiste. Peut-être que quelqu'un d'autre parlera des revues qui s'occupent des intellectuels, ou destinées surtout aux intellectuels. Ici, il passe quand même des choses un petit peu étonnantes. Pour avancer un peu, je dirais tout de suite, et je ne le dirai pas plus tard, que je me plais souvent à dire qu'on a là quand même une collection de médiocrité visible exclusivement sur rendez-vous, qui se comportent comme de véritables petits chefs qui ne veulent voir qu'une seule tête, dans le même temps qu'ils pratiquent l'ouverture tous azimuts, notamment à tous les anticommunistes traditionnels. Alors quatrièmement, je reviens sur cette idée d'autophobie, se faire du mal à soi-même, se haïr soi-même, etc. Parce que Losurdo a bien eu raison de mettre le doigt là-dessus.
fin du socialisme réel, de l'Union soviétique, ce qu'on appelle le moment de la chute du mur de Berlin, il y a quand même eu ceux qui ont décidé le jour même, parce qu'ils n'attendaient que ça, ou j'avais raison, j'ai été trompé, on m'a raconté des sornettes et j'avais bien raison d'être contre tout ça. Et maintenant on va pouvoir faire du marxisme, si on en fait encore, libéré, tranquillou. Et il y a ceux qui se sont dit que nous avons subi une défaite. Et je crois que le clivage est passé là, pour ceux qui ont l'âge de se souvenir de ce moment-là. Les abandons innombrables à propos de la défense de notre histoire, j'en ai déjà peut-être trop parlé, mais quelques exemples. C'est hallucinant dans ce pays que pour toute personne ayant le niveau du certificat d'études, le grave problème des pouvoirs spéciaux, c'est déjà l'état d'urgence, hein, c'est l'époque du premier état d'urgence, des mentors, des maîtres de M. François Hollande. L'histoire des pouvoirs spéciaux, c'est une vaste affaire, c'est un problème communiste, c'est extraordinaire. Mendès fait la paix en Indochine, pour une fois tient ses promesses, quoique social-démocrates, après avoir promis d'essayer de régler le problème. Dien Bien Phu étant évidemment passé par là. 2 ans après, Guy Mollet fait la même promesse, débat à la direction du parti, peut-être par erreur, mais c'est inutile de le répéter tous les jours, dans tous les bouquins, dans toutes les mémoires de tous les anciens dirigeants. Maurice Thorez dit qu'il vaut mieux sauver la mise de l'union électorale avec les socialistes et leur donner la confiance. Journée des tomates, c'est curieux pour un dirigeant socialiste, Guy Mollet se retourne comme une crêpe lorsqu'il revient d'Alger où les ultras lui ont dit qu'ils voulaient surtout qu'on ne lâche pas l'Algérie française, et ils lui ont dit de façon musclée, et arrive la bataille d'Alger qui est une sorte de crime organisé contre une population civile, qui n'est pas du tout une bataille, l'état d'urgence permettant qu'on fasse disparaître, qu'on torture des tas de gens sans même que les juges aient à dire quelque chose là-dessus. C'est extraordinaire que, à propos de la victoire de l'Union soviétique dans la Deuxième Guerre mondiale, il y a une ignorance crasse et intentionnelle, à mon avis, qui sévit jusque dans nos rangs. Un sondage dans les années 84 prétendait, ou disait que, prétendument, une grande majorité de jeunes Français pensaient, rester assis, que l'Union soviétique et l'Allemagne nazie étaient alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je dis ça à une ancienne communiste qui existe encore. Oui, il y avait eu le pacte germano-soviétique. Donc, ces gens-là, hélas, que nous côtoyons, sont prêts à justifier toutes les stupidités, les attaques d'en face, et ne sont pas missionnés pour rappeler que l'Union soviétique a perdu, comme par mégarde, 30 millions de ses citoyens pendant cette guerre. Et puis ces abandons majeurs, et là je parle de notre direction actuelle en politique internationale, à propos de la Grèce, à propos de l'Ukraine, où on nous présente une sorte de conflit entre plusieurs concussionnaires, des dirigeants corrompus, des oligarques, enfin un machin truc comme à la télé, où on doit surtout ne rien comprendre. Et tenez, à propos de la Corée du Sud, on a ici, je vais les faire rougir, mais nos amis qui sont de véritables héros, avec lesquels j'ai des liens d'amitié particuliers. J'étais à Séoul le 1er mai 2015 et je leur souhaite un aussi superbe défilé de lutte qui doit avoir été le plus beau dans le monde l'an dernier. Et évidemment, personne ne tape sur les doigts ou ne tense François Hollande lorsqu'il reçoit la fille de dictateur, Madame Park Geun-hye, à Paris, avec les honneurs, quand il va en Corée du Sud sans dire un mot des fameux droits de l'homme du Parti socialiste. C'est un pays où il y a 60 bases états-uniennes, un pays occupé. C'est un pays qui n'a pas encore vu venir le solde d'une guerre qui l'a dévasté, qui a imposé la partition, qui a causé la mort de 3 millions de personnes. C'est un pays où j'ai pu serrer la main de 2 personnes qui ont fait 40 années de prison, avec torture évidemment et violence au milieu, et chantage, reniez vos idées, dénoncez vos camarades et vous sortirez. Et alors que depuis 1948, il existe là-bas une loi dite de sécurité nationale, qui jusqu'à il y a très récemment portait bien son nom, clairement,
loi anticommuniste. Tu dis que tu es communiste, ça veut dire que tu es un espion du Nord, casse-prison. Eh bien, l'Humanité s'est enfin fendue d'un article à propos d'une nouvelle mesure de rétorsion de loi prétendument antiterroriste, etc., en disant que Corée du Sud sigie la liberté d'opinion. Mais elle n'a jamais existé. Pour Gésir, Sigi, il faut d'abord avoir vécu. Elle n'a jamais existé. C'est un pays merveilleux, pour ce qui est de son peuple, pour ce qui est de l'atmosphère qui règne dans les rues, mais c'est un pays de dictature. Seulement c'est un pays ami, comme l'Arabie Saoudite apparemment, ça ne compte pas. Cinquièmement, j'ai bientôt fini, puisqu'on parlait d'état d'urgence, des pouvoirs spéciaux, parlons-en. Il va de soi que le président le plus belliciste de la Ve République, c'est ainsi que le journal Le Monde, qui n'est pas extrémiste, l'a qualifié, qui a multiplié les OPEX, les opérations extérieures, les participations aux guerres états-uniennes en Syrie, en Irak, qui a présidé au déploiement de soldats français au Mali, en Centrafrique, etc., qui vend maintenant des sous-marins à l'Australie, qui est censé être un pion important dans la politique d'encerclement de la Chine. Cet état d'urgence, comme vous savez, il a été d'abord inventé par ceux de la génération d'avant, ou même d'une génération et demie avant, toujours du même parti, de ce parti qui est passé 5 fois au pouvoir, ou à ce qu'on appelle le pouvoir, dans les 70 dernières années, 36-39, 56 et autour, le gouvernement Guy Mollet, début des années Mitterrand, année Jospin, et en ce moment Hollande, et qui 5 fois a trahi toutes ses promesses ou presque, et 5 fois a laissé une extrême droite prospère comme jamais. Ça fait longtemps que beaucoup de nos camarades disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce mot de gauche? Qu'est-ce que ça veut dire quoi la gauche ?» Roger Vaillant déjà, qui est mort je crois en 1965, disait « Je ne suis pas de gauche, je suis communiste ». Donc c'est leur faire beaucoup d'honneur que de parler de gauche pour ces gens qui font partie des 2 équipes interchangeables, la bourgeoisie ayant atteint ce qui est son rêve absolu, comme dit Lénine, le régime de bipartisme, avec alternance de gens aristocrates de gauche, aristocrates de droite, qui font la même politique. Hollande a suivi comme un véritable caniche, a gagné le concours par rapport même à David Cameron, qui fait que régulièrement l'Empire, depuis 20 ans, nous soumet à cette affaire en 8 étapes, remarquablement décrite par un des remarquables bouquins édités par nos amis des éditions Delga, Émeric Monville, Edmond Janssen, dans un livre qui s'appelle Hillary Clinton, la reine du chaos, mais qui parle plus généralement de la politique états-unienne. Diana Johnston recense très bien cette valse à 8 ans horrible que nous avons dû subir à plusieurs reprises. 1. Hitlérisation du chef de l'État à abattre, qui s'appelle Milosevic, Saddam Hussein, Kadhafi, Bachar el-Assad, etc. Et pourquoi pas maintenant Vladimir Poutine. 2. Soutien affiché aux clients locaux. Et s'il s'y trouve quelques bandes de nazis un peu trop voyants, la gauche occidentale, trotskisante ici, social-démocrate là, s'empresse de les blanchir, de les recycler, d'expliquer que ça n'est pas bien grave. Troisièmement, on fait donner les ONG des droits de l'homme. Avec ce parcours édifiant, pardonnez-moi si j'insiste un peu longuement, mais c'est merveilleux, l'exemple n'est pas de moi donc je peux le dire. Diana Johnston dit, vous avez par exemple Madame Suzanne Nossel, NO2SEL, qui a été dirigeante de l'organisation Human Rights Watch. En janvier 2009, elle rejoint le département d'État US, alors dirigé par Hillary Clinton, avant de revenir en janvier 2009 aux engagements entre guillemets moraux et humanitaires en tant que directrice exécutive d'Amnesty International. Donc c'est ça les ONG pour une bonne part tout de même, dont on nous parle, et qui font appel à notre bon cœur. Quatrièmement, on sabote toute possibilité de règlement par voie diplomatique. 5. On criminalise l'ennemi qui est traité comme un vulgaire criminel de droit commun, qu'on pourra pendre comme Saddam Hussein, lyncher atrocement comme Kadhafi.
ou qui ne méritent pas, comme disait Fabius en tapant des pieds, d'exister, ne méritaient pas d'être sur Terre, Bachar el-Assad. Sixièmement, imputation de génocide, ça marche à tous les coups. Depuis la Roumanie, où il n'y a jamais eu de génocide, et on l'a vécu en direct avec les caméras occidentales braquées sur tout ce qui se passait d'horrible et de fictif souvent. Septièmement, médias propagande la phase 2 dans les talk shows, ça devient plus faut-il y aller, mais le débat c'est à quelle date on va y aller. Et huitièmement, campagne de bombardement et destruction barbare des infrastructures du pays qui étaient dans le viseur. C'est derrière ces horreurs que le gouvernement Hollande s'est engagé et il a même été assez ridicule pour pédaler dans le vide à une ou deux occasions en allant au-delà de ce que désiraient ses maîtres états-uniens, voire l'affaire de l'intervention terrestre en Syrie, quand ni la Chambre des communes anglaise ni le président Obama n'en voulaient. Encore. Enfin, sixièmement, je terminerai par quelques slogans en vous remerciant de votre immense patience. Basta ya en bon espagnol, me dit Rémi Herrera. Basta encore, ou comme vous voulez, ou stop dans toutes les langues du monde, puisque l'anglais c'est le véhicule international désormais. Alors stop la lutte politique à fleurs et mouchetés. Au lendemain des attentats de Paris, le responsable numéro 1 de notre parti, on va expliquer au président Hollande qu'il faut sortir de la logique de guerre, il faut adopter une logique de paix, enfin on croit rêver, ça n'est pas ça la lutte politique. Stop les agoras, les forums. On a envie de descendre très très bas dans le niveau théorique en disant que Coluche disait il faut que les hommes politiques nous laissent faire notre métier de comique, qu'on le fait mieux qu'eux. Si le Parti communiste devient un organisateur de colloques universitaires dont sont surtout exclus les communistes les plus nerveux ou les plus sincères, on a envie de dire non, on fait ça très bien. Ça pullule, les colloques sur Gramsci, Rosa Luxembourg, qui sont souvent des sortes de faux masques, ou des gens revenus de beaucoup de choses, mais qui vautouillent encore à gauche, nous expliquent avec ces gens-là, qui ont toutes les vertus, imaginez, ils sont morts en prison, fascistes ou assassinés par les futurs nazis. Ils ont dit à Lénine qu'il fallait être quand même démocrate, donc ils étaient pour la démocratie, eux. Bref, on fait très bien tout ce travail, on fait très bien depuis longtemps, et j'ai même subi des blablas sociodémocrates dans des colloques sur Rosa Luxembourg. Ça peut faire avancer la recherche un petit peu, mais ça fait surtout avancer une certaine gauche qui est une fausse gauche. Stop les politiques du chien crevé au fil de l'eau, ou bien au fil des primaires désormais projetés par quelques esprits déprimés, suicidaires, que n'animent aucune perspective. Stop à l'absence de politique. Et avant, la lutte électorale qui est très importante, il y a ce dont tout le monde a parlé ce matin, les véritables luttes et leur nécessaire fédération et leur nécessaire reprise en compte, pas forcément reprise en main, mais pourquoi pas, à un niveau politique, par une organisation qui possède une doctrine de combat, et puis, j'ai envie de répéter, une organisation, une structure. Merci.